Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous. Alors une fois n'est pas coutume, si le son n'est pas super agréable aujourd'hui, je fais mon podcast en marchant sur mon tapis pour voir comment ça se passe. Alors je l'avais déjà fait il y a quelque temps, mais en marchant dehors. Là, je vais essayer avec le tapis pour voir s'il y a un bruit de fond, etc. Alors évidemment, les logiciels maintenant peuvent un peu annuler tout ça, mais on verra si ça fonctionne réellement. Alors, première chose, aujourd'hui, on va parler de sujets. Alors, on va parler de la nouvelle pyramide alimentaire américaine. On va parler de comment s'entraîner qui peut ralentir l'horloge biologique. On va parler de mitochondrie, on va parler de marqueurs cellulaires et de métabolisme, et on parlera aussi du lien explosif entre stress, intestin et cerveau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le premier en tout cas, j'aimerais juste vous proposer d'aller voir ce que je vous ai mis en description. Ça s'appelle « Mieux dormir quand ton cerveau ne s'arrête jamais ». C'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes, qui ont beaucoup de projets, qui ont beaucoup d'idées à la fois, qui veulent bien faire en fait, et qui finalement ont un sommeil de mauvaise qualité. Ils dorment bien, mais ils dorment bien. Ils se couchent tôt, ils se lèvent tôt, ils ont leurs 8 heures passées au lit, pourtant ils se réveillent un peu ensuqués, quoi. Donc il y a tout un tas de découvertes. En fait, le sommeil, on peut pas figer les connaissances à ce qu'on sait, couchez-vous à heure fixe, levez-vous à heure fixe, dans la pénombre, dans le frais, sans bruit. Bon, ça, aujourd'hui, tout le monde le sait, mais il y a des nouvelles choses qui sont découvertes chaque mois, j'ai même envie de dire chaque semaine. Et voilà, mon job, c'est de vous les faire passer. Voilà, donc c'est en lien dans les notes de ce podcast. On attaque le premier sujet, s'entraîner pour ralentir l'horloge biologique. Alors, s'entraîner pour ralentir l'horloge biologique, donc c'est un article sur le vieillissement cellulaire qui rappelle qu'il ne dépend pas seulement de l'âge chronologique. Donc, les chercheurs montrent que des entraînements combinant effort intense et récupération améliorent la santé des mitochondries, la sensibilité à l'insuline et les marqueurs épigénétiques, réduisant ainsi l'âge biologique de plusieurs années. Pratiquer un mélange de cardio, d'intervalle et de renforcement musculaire associé à un sommeil réparateur et à une gestion du stress pourrait faire reculer de 9 ans l'âge biologique. Le message, donc, c'est de varier les efforts et de respecter des phases de repos qui resterait la clé en fait pour vieillir en forme. Bon, est-ce que j'ai besoin de parler plus là-dessus? En fait, c'est le chiffre, moi, qui m'a impressionné. C'est de faire reculer de 9 ans l'âge biologique. C'est vrai que... Alors, dans le sport, il y a quand même des choses... Moi, je pense qu'on n'en est pas encore arrivé à la bonne... au bon équilibre sur la compréhension, sur la personnalisation. Parce que il y a des tas de personnes autour de nous qui font 10 ans de moins que leur âge. Et que ça soit au niveau psycho, que ça soit au niveau physique. Et pourtant, ils ont un mode de vie très aléatoire, voire
qui est plutôt réputé dévastateur pour la santé. Pourtant, quand on les voit, ils ressemblent à une version 10 ans plus jeune, quoi. Et à l'inverse, on a des gens qui font du sport, qui mangent bien, qui dorment bien, et qui vont avoir, je sais pas, des rides, des cheveux blancs, voire perdre leurs cheveux et tout. Et c'est vrai qu'on a tendance, très souvent, à associer ce que l'on voit à la réalité. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est pas Étienne Klein qui parlait de ça, qu'heureusement que il faut pas trop faire confiance au bon sens non plus, même si le bon sens, ça a du sens. Faut pas faire trop confiance trop au bon sens et trop à ce qu'on voit, parce que parfois il y a des choses que l'on voit qui ne sont pas vraies en fait, même si on les voit. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se demander, mais de quoi il parle? Lui, il parle notamment de certaines lois de la physique qui, quand on les observe, quand on les écrit, quand on les utilise, on se rend bien compte qu'elles ne s'appliquent pas dans ce que notre œil voit. Par exemple, tous les corps tombent à la même vitesse. Si elles sont lâchées comme ça, nous, on a l'impression que non, ça tombe pas à la même vitesse si c'est plus lourd que si c'est plus léger. Or, les lois montrent l'inverse. Bon, bref, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas du tout mon domaine, mais vous avez compris là où je veux en venir. Et c'est vrai qu'on a une tendance à plutôt juger l'individu sur l'emballage, quoi. Et si un individu a un mode de vie dévastateur, mais ressemble à une version 10 ans plus jeune que ce qu'il n'est réellement, on va avoir tendance à dire « mais regarde, lui ça va, quoi ». Sauf que la problématique, c'est qu'on ne s'intéresse pas vraiment à la santé à la machinerie, quoi, au moteur. On peut toujours avoir une bagnole qui a une carrosserie parfaite et lustrée, et en fait, elle a subi 1 ou 2 marbres, et le moteur, le compteur a été tombé, donc en réalité, elle a 400 000. Enfin bon, bref, vous avez compris. On peut, on peut très bien donner le change, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, pour beaucoup de personnes, c'est tout ce qui ne se voit pas n'existe pas. Il y a énormément de personnes qui ne veulent même pas savoir qu'à l'intérieur d'eux, il y a toute une machinerie, une horlogerie pointue qui tourne, et ils n'arrivent pas à faire le lien entre ce qu'ils mangent et le devenir de ce qu'ils mangent. Pour eux, ce qu'ils mangent, c'est du carburant, et point, ça s'arrête là. Il n'y a aucune question d'utilisation de ce que l'on mange pour se construire. Pour eux, c'est abstrait, quoi. Puis en fait, c'est même pas que c'est abstrait, c'est qu'ils y pensent même pas. Pour eux, ils vont te dire « Oula, tu penses trop, quoi ». Sauf que c'est hyper important, à mon sens, hein, de s'intéresser à ces choses-là à un moment donné dans sa vie, quoi. En tout cas, bon, ça fait que confirmer ce que l'on sait déjà par rapport au sport, par rapport à la pratique d'un mélange de cardio, d'intervalle et de renforcement musculaire. Moi, vous savez, j'écris régulièrement sur un sujet qui me passionne. Quand je vois à travers la baie vitrée chez moi, ma paire de kettlebell de 20 kilos ou celle de 32 pardon, qui traîne juste à côté, je sais que en fait mes entraînements sont, et puis il y a mon tapis, il y a mon vélo d'appartement, puis il y a mes baskets et tout ça, puis tout mon équipement de home gym. En fait, je pense pas qu'il y ait une meilleure façon de s'entraîner. Je pense que la meilleure façon, c'est celle qui rend le plus ouvert, c'est celle où on s'autorise à être le plus ouvert sur les méthodes, et même à l'intérieur de chaque méthode, d'utiliser le plus de méthodes possibles. Par exemple, dans la muscu, ne pas s'arrêter à sa salle de sport, mais d'explorer aussi le poids du corps, d'explorer des entraînements, je sais pas moi, avec les sangles, avec les genres de TRX, des trucs comme ça. D'être le plus ouvert sur toutes les pratiques, pour moi, c'est la clé, en fait, ce que j'appelle la flexibilité, à condition d'avoir l'intensité et la régularité. Donc, vous savez, c'est mon mantra: intensité, régularité, flexibilité. Si vous avez ça à chaque entraînement, si vous adoptez le même mantra que moi, vous verrez que vous n'aurez jamais besoin de vous poser la question de comment je vais faire, puisque oui, il y aura toujours une solution, même dans la contrainte. Et d'ailleurs, la contrainte fait naître la créativité. Vous le verrez, si vous avez des contraintes un jour pour vous entraîner, vous verrez que votre créativité va se développer si vous avez une forme d'ouverture d'esprit. Bon, on passe au sujet suivant. Pourquoi on a mal au bide quand on stresse?
Alors, c'est des chercheurs de l'université Victoria qui montrent que le stress chronique fragilise la barrière intestinale, laissant passer bactéries et toxines dans le sang, ce qui peut entretenir l'inflammation et aggraver la dépression. Donc, dans des modèles précliniques, le stress abaisse les niveaux d'une glycoprotéine nommée reelin, R-E-E-L-I-N, présente dans le cerveau, le sang et l'intestin, essentielle à la réparation de la muqueuse intestinale et à la santé cérébrale. Une seule injection de 3 unités... Attendez, pardon. Oui, une seule injection de 3 UG, de reelin a suffi à ramener ces niveaux normaux et à produire des effets comparables à un antidépresseur sur les comportements observés chez les animaux. Cette étude identifie que restaurer la reelin, la fameuse protéine, pourrait simultanément renforcer la barrière intestinale et réduire des symptômes associés à la dépression, ouvrant une piste thérapeutique inédite. Reste à confirmer ces résultats chez l'humain avant toute application clinique. Alors ça, moi, c'est toujours pareil. Je pense qu'après le trouble le plus communément partagé, quand on commence à parler un petit peu de bouffe autour de nous, tiens, comment tu manges? Bah, moi, je mange ça, moi, j'évite ça et tout. On se rend compte, quand on creuse un petit peu, on a tous une espèce de mal de bide, d'intolérance à un certain truc. Alors, pas tout le temps, hein. Moi, par exemple, j'ai pas mal au bide tout le temps, mais on a souvent moi, j'ai même mal au bide jamais depuis. Je pense que la dernière fois où j'ai eu vraiment très très mal au ventre, c'est quand j'habitais encore à Toulouse et que j'étais en surpoids. Et vraiment, j'avais tous les mois. En fait, pour moi, c'était la norme, puisque mal de tête ou mal de ventre, c'était quelque chose de commun. Donc, j'avais régulièrement comme ça des maux de ventre. Et je me disais, mais c'est normal en fait. En plus, il y a des tas de médicaments en vente libre. C'est la norme. Et quand je me suis mis à manger comme je mange, ça en fait, ça a disparu, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte quand d'autres m'ont dit, «Ah là là, j'ai des crampes d'estomac», pas d'estomac, mais des crampes d'intestin et tout, et je me suis dit: «Mais tiens, mais c'est bizarre, ça fait longtemps que j'en ai pas eu, quoi». Un petit peu comme les rhumes, quand on se met à manger sainement, à contrôler son statut en vitamine D, des choses comme ça. On se rend compte que, les rhumes, par décennie, on peut les compter, sur les doigts de une main, quoi. Et par an, moi, des fois, je traverse une année entière, sans choper le moindre truc, quoi. Et donc, et quand je dis le moindre truc, c'est le moindre petit rhume. Bon, après, voilà, on n'est pas ça. Je vais pas dire non plus que ça immunise contre tous les virus, hein. J'ai chopé le dernier en date, comme beaucoup d'entre nous. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, et pour le mal de bide, c'est quelque chose de très commun. Et que ce soit lié avec le stress, ça peut vachement aider, parce que, alors, je sais pas, peut-être que dans votre entourage ou peut-être que vous-même, vous avez une pathologie un peu lourde, ou j'en sais rien, hein, je vous connais pas. Moi, autour de moi, c'est le cas, il y a des gens qui ont des pathologies assez lourdes. Désolé, il y a ma montre qui sonne en même temps. Très souvent, quand il y a une maladie, alors auto-immune ou pas, hein, mais l'auto-immune, c'est souvent le cas. Il y a très souvent, alors c'est pas moi qui le dis, ce sont les experts, un lien avec la perméabilité intestinale. Et on dit souvent, il y a un lien avec le stress. Alors, est-ce que les maladies ont un lien avec le stress direct, ou est-ce que les personnes stressées abîment, comme on vient de le voir là, la muqueuse intestinale, qui, elle, laisse passer des substances qui ne devraient pas passer, et donc, à terme, on peut développer une saloperie, une cochonnerie, quoi. Moi, c'est ce qui... de mettre de la précision sur les choses. Parce que quand j'ai commencé à faire mes recherches il y a des années, et que je parlais à d'autres experts du stress, le stress était souvent remis, oui, mais le stress, de toute façon, ça amplifie négativement toutes les choses, toutes les maladies et tout. Donc c'était assez abstrait. Alors bien sûr, ils se rendaient compte dans les études, gens stressés versus gens plus zen, donc à l'aide de questionnaires et tout, que ça se passait mieux ou moins bien si les personnes étaient ou stressées ou pas stressées, quoi. Mais bon, c'était flou. On peut observer quelque chose, peut-être se dire, quoi, je sais pas, je vais dire une bêtise, hein. Toutes les personnes qui n'ont pas de stress sortent d'une dépression ou sortent d'une angine, je sais pas, je dis vraiment une bêtise, hein, 3 jours plus tôt.
que ceux qui sont stressés, mais on veut savoir pourquoi. Quelle est l'action du stress ou du non-stress sur, le rétablissement ou, la poursuite de l'infection, quoi, en gros. Et de savoir que ça se passe, enfin que ça pourrait en partie se passer au niveau de la muqueuse intestinale. J'aime pas, affirmer des choses, on va rester au conditionnel, mais par rapport à ça, précisément par rapport à cet article, moi ça me plaît parce que alors, personnellement, j'ai un effet réel, viscéral, donc c'est bien le cas, moi quand je suis extrêmement stressé, si je vais traverser une phase de stress très intense, et on en traverse tous à des moments donnés, séparation, je sais pas moi, une peur intense de quelque chose, un événement lourd en fait, émotionnel qui engage nos proches, quelque chose qui va vraiment nous prendre aux tripes. Moi, je sais clairement que je vais avoir une perturbation au niveau du ventre, je vais avoir mal au ventre en fait, tout simplement. Alors, quand je dis mal au ventre, c'est pas quelque chose où je vais pas pouvoir m'entraîner ni rien, mais le stress va avoir un effet, sur mon ventre. Donc, est-ce que ça vient de là? Est-ce que c'est une réalité? Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire: «Oui, mais on le sait depuis longtemps, tout le monde en parle dans les conférences, le lien intestin-cerveau, toutes ces phrases où on dit: "On est pris aux tripes et tout, c'est pas pour rien, on le sait depuis longtemps"». Bon, d'accord, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Alors il y en a qui vont dire le microbiote, il y en a qui vont parler de la sérotonine qui est produite massivement dans les tripes. Bon, là, il y a quand même quelque chose avec un petit peu plus de précision, moi personnellement quand j'ai de en fait, si jamais vous traversez des phases où vous avez souvent mal au bide, vous pouvez mettre au même rang ce que vous mangez et comment vous gérez votre stress. Et d'ailleurs, quand, vous faites un régime poussé, hypocalorique, tout ce que vous voulez, et que le stress peut monter un peu parce que vous avez faim ou parce que vous résistez moins aux aléas de la vie et tout, vous vous mettez aussi à moins bien digérer. Ça, c'est assez connu qu'une personne au régime digère moins bien les choses, a plus souvent mal au bide et tout. Ce qui est contre-intuitif, puisqu'on devrait se dire: «Elle mange moins». Donc son corps devrait être une éponge à calories, quoi, pour essayer de récupérer ce qui lui manque. Bah non, il peut y avoir ça. Et est-ce que c'est le stress? Bah peut-être. On sait pas exactement, quoi. Bon, sujet suivant, qu'est-ce que j'avais mis dans mon planning du jour? Bon, tout ça, comme d'habitude, tout ce dont je parle, vous avez les sources en note d'épisode, hein. Donc, bah, alors, juste petit aparté, donc si tu dors mal, tu tournes en rond le soir et que ton cerveau ne se met toujours, en mode, «Tiens, c'est le moment où je suis le plus créatif, au moment où tu devrais dormir», en gros. Il faut savoir une chose déjà, c'est que, quand on se réveille fatigué, nerveux et qu'on traîne cette fatigue, longtemps dans la journée, enfin, qu'on sent qu'on a trop d'inertie du sommeil par rapport à la norme, par rapport à notre norme surtout, bah, il faut savoir une chose déjà, c'est que manquer de sommeil, on pourrait enfin, on a du mal à hiérarchiser, dans notre tête. On pense souvent le sport, c'est le plus important, la diète, c'est le plus important. Non, c'est les interactions sociales le plus important. Non, et ben, en fait, figurez-vous que c'est le sommeil. Si vous n'êtes pas fumeur, ce qui participera le plus à votre longévité, c'est le sommeil. Donc, ne pas fumer, bien dormir, bien manger, faire du sport et interactions sociales et tout. Mais le sommeil, et d'ailleurs dans le monde de la muscu, c'est ça qui est paradoxal, c'est parce que le sommeil est souvent mis... On sait tous qu'il faut bien dormir et tout pour faire de la masse musculaire et perdre du gras, mais souvent on le met après la diète et l'entraînement. Or, faudrait que ce soit avant. Et ça c'est particulier parce que on se dit non mais attends, on peut pas le mettre avant parce que si je peux avoir le meilleur sommeil du monde, si je vais pas m'entraîner, ça marche pas. Et c'est des questions de ratio et d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire: «Je vais me défoncer à la salle, je vais manger mes calories au poil de...» Bon, vous avez compris. Et pourtant, le sommeil, ouais, bah, c'est bon, je dors quoi, bah, je dors, ça va. Je rattraperai ce week-end, si j'ai pas bien dormi. Or, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors peut-être que si vous avez 25 ans ou 20 ans, vous pouvez, profiter, dévorer la vie comme ça, sans trop de soucis, par rapport au sommeil. Mais vous vous rendrez compte que déjà passer le cap des 30, vous sentez que la mayonnaise, elle commence à retomber plus facilement.
35 en fait, 35, il y a un vrai virage. C'est-à-dire que physiologiquement et scientifiquement, c'est prouvé. À 35 ans, il y a un aiguillage qui commence à se manifester et vous avez une décision à prendre, quoi. On pardonne moins les erreurs passé 35 et c'est réel, hein, c'est pas genre un chiffre comme ça. Donc si on parle souvent de la crise de la quarantaine, si vous avez 35, vous pouvez être dedans, quoi. Et ouais, donc cet aiguillage, faut pas le rater parce que c'est souvent le moment où on va c'est très difficile d'ailleurs, parce que c'est le moment où on va devoir prendre des nouvelles habitudes. Or, on en avait parfois souvent d'autres qui étaient déjà saines. S'entraîner, bien manger, enfin bon, vous avez compris. Et on va devoir bifurquer alors qu'on a mis parfois des années et des années à prendre ces nouvelles bonnes habitudes. Mais on s'est jamais intéressé, notamment au sommeil. Ou alors on l'a laissé faire. Parce que le sommeil, c'est quelque chose de passif. L'entraînement, c'est actif. On doit se rendre à la salle ou se rendre dans son home gym. Il y a un côté actif. La diète, c'est actif. On doit faire ses courses correctement, cuisiner correctement, manger les portions, enfin voilà. Le sommeil, c'est passif. C'est-à-dire que le sommeil, un peu comme un téléphone, on se branche, notre chargeur, c'est notre lit, on ferme les yeux, terminé. Sauf que c'est pas si passif que ça, en fait. Et on doit être actif au moins sur sa qualité. Et ça, on peut l'amplifier. J'avais déjà parlé de comment augmenter son sommeil profond. Pour le club VIP, les gens sont au courant. Mais là, je vous donne les nouvelles découvertes sur le sommeil. Si ça vous intéresse, hein, si vous dormez bien, que vous prenez de la masse musculaire et que vous séchez sans problème, vous vous réveillez avec une patate d'enfer, c'est pas pour vous. Mais si vous vous réveillez léthargique, que c'est un peu en dents de scie, quoi, bah ça pourra vous apporter de la connaissance sur le sujet et puis des outils pour améliorer un petit peu, quoi. Moi, je suis pas un vendeur de rêve, hein, sans mauvais jeu de mots. Je vous promets pas de passer de nuit pourrie à nuit excellente, mais ne serait-ce que l'augmenter de 10, 15, 20, 30%, votre qualité de sommeil, c'est déjà sympa, quoi. Franchement, moi qui ai le cerveau qui turbine tout le temps, depuis que j'ai trouvé mes routines, depuis que j'ai trouvé toutes ces techniques pour vraiment fermer les yeux, m'endormir et me réveiller le matin, requinqué, on va dire, bah ouais, c'est cool. Honnêtement, c'est cool. Donc bon, allez voir ça, je vous l'ai mis en description. Et puis vous m'en direz des nouvelles. Ah oui, la nouvelle pyramide alimentaire dans les recommandations américaines. Alors je sais que très certainement que vous en avez entendu parler dans tous les sens. Bon, je suis un peu en retard sur le sujet, mais j'ai laissé d'abord toute la haine être crachée, tout le soutien être déversé dans l'autre sens. Parce que ces recommandations alimentaires, la problématique, c'est que avant d'être jugé sous l'angle de de l'intelligence, elles sont d'abord jugées sous l'angle politique. Et moi, ça me dérange un peu. Ici, moi, c'est un podcast apolitique, c'est-à-dire que moi, j'appartiens à aucun parti, je recommande aucune machin. Un matin, je me réveille de droite, l'autre matin de gauche, le surlendemain au centre. En fait, j'appartiens à rien du tout parce que j'en ai pas les compétences et que je trouve que ce système, enfin moi personnellement, ce système me plaît assez peu et je préférerais quelque chose d'un peu plus engageant, comme sur le modèle suisse par exemple, pour la politique. Mais bon, c'est un sujet aujourd'hui, l'impression que les gens n'ont que ça en tête, que ça dynamise leur journée. La vie doit être bien triste malheureusement, mais ça prend beaucoup de temps à beaucoup de personnes. Donc les États-Unis viennent de publier leur nouvelle directive alimentaire pour la période 2025-2030. Le message officiel tient en 3 mots: revenir à la vraie nourriture. Le document met l'accent sur les protéines animales, les produits laitiers entiers, et pas pauvres en graisse, hein, les fruits, les légumes, les graisses naturelles et les céréales complètes, tout en demandant une réduction massive des aliments ultra transformés. Donc les chiffres rappelés sont alarmants. Plus de 70% des adultes américains sont en surpoids ou obèses et près d'un adolescent sur 3 présente un prédiabète. Donc, alors, sachez que je vais faire un commentaire long pour le club VIP sur cette nouvelle pyramide alimentaire, ce que j'en pense, les avantages, les inconvénients, enfin bon bref, tout ce que j'ai à dire sur le sujet.
basé sur la littérature, toutes les critiques et tout ça, quoi. Mais bon, là, quand même, je vous donne l'information. Par exemple, il parle de 1,2 à 1,6 de protéines par kilo de poids de corps et par jour, que ça soit prioritaire. D'ailleurs, la pyramide, vous l'avez sur la vignette, hein. Si vous regardez la vignette du podcast, vous voyez cette pyramide. Elle est inversée, mais en fait, il faut la prendre dans le sens où les grains entiers, ce qu'ils appellent donc les céréales complètes, comme nous on dirait, elles sont au pied de la pyramide, mais vu qu'elle est inversée, donc c'est ce qu'il faut consommer le moins, quoi. Tout ce qui est glucides comme ça. Et là, ça fait râler beaucoup de personnes parce on a beaucoup de personnes qui misent là-dessus Enfin, faut pas oublier que dans les années 90, je crois qu'ils recommandaient, je sais plus, entre 5, 6 ou plus de portions de féculents, quoi. C'était 6 à 11 portions par jour, je crois, de céréales, de riz, de pâtes. C'est n'importe quoi. À un moment donné, voilà, quoi. Revenir à quelque chose de plus raisonnable. Ok. Après, bon, il parle du sel, il parle de tout ça, mais à quoi ça sert, en fait, ça? Parce que on le sait aujourd'hui, les gens ils s'offusquent et tout. Oh là là, ils parlent de manger. En fait, l'angle d'attaque, ça a été, c'est pas vraiment pour des causes santé, mais pour des causes autres. Première attaque, ça a été ah mais c'est politique, c'est pour coller au mode de vie des électeurs parce que voilà, enfin la politique américaine en ce moment, c'est quelque chose c'est folklore. Vous avez, enfin tout le monde a son analyse, qu'on soit dans un camp ou dans un autre, donc ça crée beaucoup d'animation. Donc il y a d'abord un rideau politique. Donc ils vont critiquer sous l'angle politique, voilà. Ensuite, l'angle, ça va être un angle malhonnête. Par exemple, ils vont se concentrer sur une seule chose qui est mise dedans, notamment le beurre et les produits laitiers entiers. Donc là, ça va être toute la sphère éduquée au régime sans gras, au cholestérol et tout ça, qui vont s'offusquer, machin. Puis après, il y a le truc, ceux qui vont s'offusquer, ça va être les écolos. Et oui, parce que manger de la viande comme ça à outrance, c'est pas écolo. Enfin, je veux dire, je sais même pas s'il y a des débats là-dessus encore, mais il y a une dimension écologique. Mais finalement, on n'attaque pas vraiment sur le fond, parce que le fond, si vous regardez bien la pyramide, bah, de pas manger d'aliments transformés, alors moi, l'ordre là, l'ordre d'importance, ça, c'est là où moi je trouve ça plus discutable parce que c'est personnalisable. Mais de manger des aliments non transformés, globalement, c'est ça, hein. Bah, qui peut contester ça? Surtout que juste avant que ça soit publié, il y a eu des études qui ont enfin montré un consensus pour dire que les aliments ultra transformés, c'était pas bon pour la santé sur le moyen long terme et pour les maladies métaboliques. Donc on peut peut-être s'entendre sur le fait que, en fait, si on enlevait l'étiquette politique sur cette nouvelle pyramide, je serais curieux de savoir quel serait son accueil. Mais bon, vu que ce sont des personnes qui, au moins en France, sont très critiquées, on a du mal à avoir quelque chose de très objectif, quoi. Bon, en fait, à quoi ça va servir? Parce que c'est ça le plus important. Parce qu'on sait très bien, hein, les gens, nous aussi on en a, hein, le PNNS, manger, bouger, j'avais fait un cours dessus. Franchement, ce qu'ils proposent, c'est on par rapport à ce qu'on en pense, les gens ont des croyances sur, ouais, l'État nous dit de manger ci, ça, c'est pas bien. Franchement, allez voir, moi j'avais plutôt trouvé ça bien foutu. Et le problème, c'est que personne suit ça. Et que dans les cantines scolaires et tout, ça n'est pas suivi, je suis désolé, hein. Moi, j'ai un lien direct avec les cantines scolaires. Ma compagne est diététicienne, elle a bossé directement dans les cantines en tant que diététicienne pour composer les menus et tout. En fait, on se heurte à un gros problème, c'est le pognon. Bah, bien sûr, parce que les parents veulent pas payer. Ils veulent des menus pas chers, mais ils veulent de la qualité en même temps. On fait pas de magie, hein. Quand on a habitué des gens à ce que la matière grasse soit payée 50 centimes d'euros le litre, donc en gros de l'huile pourrie. Quand on leur dit ça va être 2 euros ou 3 euros ou 8 euros pour le litre d'huile d'olive, ils tirent la gueule. Voilà, s'ils veulent que ça soit du bœuf nourri à l'herbe pour leurs gosses et pas du bœuf nourri, je sais pas à quoi, maïs, soja, j'en sais rien, céréales, machin, ça va se payer aussi. Donc c'est une question d'argent. Donc ça n'est pas suivi. Ça n'est pas suivi. Enfin, voilà. En fait, cette nouvelle pyramide, elle servirait à ça,
pour la réforme des menus scolaires. Il servira de cadre pour éliminer les aliments ultra-transformés, les colorants artificiels des cantines scolaires américaines. Pour lutter contre les maladies chroniques, donc son but principal est d'inverser l'épidémie d'obésité, de diabète, en réduisant l'apport en glucides raffinés qui dominait les anciennes directives. Régulation des additifs, elle appuie le retrait progressif des colorants dérivés du pétrole et des additifs chimiques autorisés jusqu'ici sous le statut gras, donc généralement reconnus comme sûrs. Soutien à l'agriculture locale en privilégiant les aliments bruts. Elle vise à encourager une production agricole moins dépendante de l'industrie de transformation. Mais bon, le problème, c'est qu'ils ont dit deux choses qui sont diabolisées depuis, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais déjà de mettre en avant la viande. Alors peut-être aux États-Unis un peu moins, les protéines c'est peut-être mieux accepté, mais en Europe, parler de viande, en fait vous êtes le diable si vous mangez de la viande. Et si vous mangez de la viande rouge, voilà, faut vous mettre sur le bûcher et vous regardez brûler parce que vous êtes vraiment la personne la plus haïssable, quoi. Et parce qu'on confond tout, hein. On confond tout. On confond écolo, santé, puis on voudrait faire manger tout le monde comme si tout le monde avait les mauvais gènes du cholestérol et tout ça, parce que vous savez qu'il y a une histoire de population par rapport à ça. 75% de la population n'est pas concernée, mais il reste quand même un bon 25% qui doivent surveiller de très près son cholestérol pour des raisons génétiques. Hein. Je ne parle pas pour des raisons de style de vie ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si ce chiffre a changé, si ça a évolué, mais à l'époque, quand je m'étais renseigné, c'était encore ça. Et puis, il y a aussi beaucoup d'attaques sur les céréales complètes. En fait, aujourd'hui, les céréales complètes, par le grand public, sont perçues comme saines. C'est-à-dire que du moment que c'est complet, des pâtes complètes, du riz complet, du machin, du sarrasin, du tout ce que vous voulez, ça peut être un peu présent à tous les repas, dans les quantités qu'on veut et tout. Déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas réussi à passer du raffiné au complet parce que ils ont le palais qui n'a pas supporté. Alors si en plus on leur dit qu'il faut enlever des féculents, en fait, il faut que ça soit les féculents, il faut que ça remplace leurs légumes, quoi, en gros. Pour eux, dans la taille de portion, je parle, hein. C'est-à-dire très peu, puisqu'ils en mangent jamais des légumes. Donc très peu de féculents aujourd'hui. Et déjà, là, ça les fait câbler, quoi. Il y a plein de gens, ils peuvent pas envisager ça. Ils sont nés avec les féculents, ils ont envie de mourir avec les féculents, quoi. Et souvent, on les compare mal, les féculents. On dit oui, mais on a démontré que les céréales complètes étaient une meilleure option. Mais versus quoi? En fait, c'est là où il y a une forme de malhonnêteté, parce que c'est une meilleure solution versus les raffinés. Moi, je suis d'accord. De manger votre riz complet, c'est mieux que votre riz blanc. De manger vos pâtes complètes, c'est mieux que vos pâtes blanches. Mais si dans la rue, si je vous arrache une jambe, c'est mieux que de vous arracher la tête. Mais le mieux, c'est de rien se faire arracher. En gros, je résume, mais on peut toujours trouver une comparaison qui va avantager quelque chose qui n'est pas top. On peut toujours, hein, il suffit de comparer à quelque chose de pire. Donc l'ancienne pyramide alimentaire, elle recommandait 6 à 11 portions par jour du groupe Breed, céréales, rice and pasta, donc féculents, céréales, quoi. Face au sucre, les céréales complètes sont jugées bien meilleures car elles évitent les pics d'insuline brutaux. Ça encore, c'est à démontrer, hein. Parce que maintenant qu'on a beaucoup de lectures glycémiques avec les capteurs et tout, on voit qu'il y a une grosse hétérogénéité des résultats par rapport à ça, quoi. Alors, face à la viande et aux œufs, donc la vision MAHA, donc Make America Healthy Again, je crois que ça veut dire, les céréales complètes sont jugées moins nutritives, moins de protéines et de vitamines biodisponibles. En fait, la grosse attaque de Kennedy, là, le gars de la santé aux États-Unis, c'est de parler des pesticides. Il dit les céréales complètes sont plus risquées que les raffinées si elles contiennent des résidus de glyphosate concentrés dans l'enveloppe du grain. Donc en gros, il dit ok, pour les glucides complètes, c'est mieux que les raffinés, mais bon, faut en manger peu parce qu'il y a aussi des pesticides et tout, quoi. Donc c'est sûr, c'est pas pour. Alors dedans, il y a un truc pour les végétariens et tout ça, hein, mais on se rend bien compte que déjà quand vous voyez la taille du document actuel et la taille du document précédent, je crois que c'est de l'ordre de fois 10 le nombre de pages en moins, quoi. Enfin, divisé par 10 ou voire pire. C'est hyper clair et ils sont attaqués là-dessus beaucoup.
ils sont attaqués sur le fait de trop simplifier. Et moi, j'essaye de prendre du recul. Est-ce que la nuance ne crée pas trop de doute et que ce doute, chacun en fait, se raccroche à la branche qui lui convient le mieux dans le sens, à ce qui lui plaît le plus, quoi. Par exemple, de dire que tous les régimes, à partir du moment que vous faites un régime, tous les régimes se valent, tout est une histoire de calories et de dire que de faire croire aux gens que c'est vrai, moi je pense que c'est une malhonnêteté parce que les gens vont sélectionner le régime qu'ils préfèrent. Donc les gens qui préfèrent manger du sucre, eh bien, ils vont continuer leur sucre et juste baisser les calories. Les gens qui préfèrent manger des viandards, ils vont manger plutôt de la viande et baisser les calories, mais en conservant le maximum de viande. Bon, vous avez compris l'idée. Et le fait, à un moment donné, d'enlever le doute et d'être un petit peu moins nuancé, je sais qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut ajouter de la nuance et tout, et je suis d'accord, hein. Mais à un moment donné, il faut quand même lancer aussi des directives un petit peu plus fortes. Vous savez, la nuance, souvent, on en parle sur des sujets comme ça, parce que c'est des sujets qui dérangent. Dans le sens où vous imaginez le nombre de changements que ça induit de demander de revoir les cantines scolaires, certainement dans les hôpitaux aussi. Donc c'est un gros bouleversement. Donc il y a un rouleau compresseur qui va s'opposer à ça, en tout cas qui va tout faire pour que ça soit ralenti, que les sanctions soient pas trop lourdes. Et comme on le sait, s'il n'y a pas de sanctions, il n'y aura pas de changement. Malheureusement, c'est comme ça, mais moi je pense qu'il y a un gros ratage sur la pédagogie, hein. Heu, le 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 rêve, ce serait que les gens d'eux-mêmes, parce qu'il y a une bonne pédagogie, se tournent vers une alimentation saine. Mais la pédagogie est nulle. La seule qu'il y a, c'est on leur fait peur en leur disant: «Si tu manges mal, tu vas crever vite». Donc et on sait bien que ça a pas marché pour le tabac ou peu et bon, bref. Heu, oui, je disais, il y a des choses où les gens ne remettent pas en question, hein. Le côté, totalement, c'est pareil pour tout le monde et tout. Vous roulez à 140 sur l'autoroute, vous vous faites flasher, vous allez recevoir l'amende, vous qui êtes en retard au travail, comme celui qui vient de cambrioler une banque et qui a fait un excès de vitesse ou comme celui qui accompagne sa femme enceinte à l'hôpital parce qu'elle est en train de perdre les os. Donc il y a pas de nuance en fait, tout le monde va recevoir le même PV et le même nombre de points en moins et cetera et vous pourrez pas nuancer. Donc il y a des choses où on ne conteste pas ça, enfin on le conteste tous, les radars automatiques parce que c'est chiant quand, voilà, ça nous est tous arrivé au moins une fois je pense. Mais voilà, c'est accepté quoi, c'est comme ça, bon. Par contre, dès qu'il s'agit de choses comme ça, bah, non. Alors que c'est quand même quelque chose, moi je pense que l'être humain aujourd'hui se base trop sur, il confond 2 choses. Il confond le progrès de la médecine. Par exemple, pourquoi, notre espérance de vie est plus longue aujourd'hui? Bah non, c'est pas parce qu'on mange, des céréales sucrées au petit déjeuner, des sandwichs le midi et qu'on a le cul vissé sur une chaise toute la journée. C'est pas ça qui fait qu'on vit plus longtemps. C'est d'autres choses. C'est parce qu'il y a les antibiotiques, c'est parce qu'il y a certains vaccins, c'est parce que, globalement, on est dans des endroits qui sont beaucoup plus sains. Donc, il y a moins d'infections, chopées, mal, il y a une meilleure hygiène, et puis il y a les interventions de soins, les services des urgences, si demain vous faites un AVC ou un truc comme ça, avec tout le côté prévention et tout, eh ben, on a amélioré tout un tas de choses comme ça. Mais il y a des personnes qui se disent: «Vu qu'on vit plus longtemps aujourd'hui, c'est le mode de vie d'aujourd'hui qui aide à vivre plus longtemps. Donc tout ce qui était avant, où on vivait moins longtemps, c'était mal». C'est et c'est fou parce que ce sont les mêmes qui disent qu'il faut mettre de la nuance et qui ne nuancent pas du tout quand il s'agit de juger le mode de vie. C'est-à-dire qu'on peut peut-être penser qu'effectivement, certains vaccins, l'hygiène, corporelle, l'hygiène de l'intérieur de la maison et tout, alors pas trop non plus, mais et puis les antibiotiques, quand c'est vraiment utile et tout, c'est très bien, c'est une bonne évolution. Les soins modernes, d'urgence et tout, c'est très bien, ça aide. Mais par contre, toute cette bouffe un peu pourrie, c'est pas top. Et comment, nos ancêtres ont mangé pour se reproduire et pour que je sois ici aujourd'hui pour parler? Souvent, ils ont mangé un petit peu comme cette nouvelle pyramide, quoi. Alors pas tous, il y en a qui ont mangé peut-être plus de végétaux, moins de viande, moins de produits carnés et d'autres l'inverse. Mais globalement, c'est plutôt ces aliments-là qu'ils ont mangés.
Alors pas la charcuterie, pas les yaourts et tout, hein, mais les légumes, les protéines animales, un peu de protéines végétales, quand ils en trouvaient parce que, enfin, quand vous trouvez des fèves, faut les manger, quoi. Faut trouver la méthode pour les cuisiner, les tremper et tout. Et ça, les gens ont tendance à le mettre de côté parce que quand vous avez quelque chose qui induit du changement, en fait, qui vous fait régresser au niveau du plaisir, on a tendance à résister. Et ça, c'est quelque chose qui s'observe. Si vous Une découverte qui change fondamentalement nos connaissances, mais qui n'engendre pas de changement sur notre mode de vie, tout le monde va l'accepter. Tout le monde va l'accepter. Bon, OK, il y a pas de problème. Par contre, si ça commence à changer la texture de votre canapé, le contenu de vos assiettes, le temps passé à bosser ou à être en repos, là, vous allez avoir beaucoup de résistance. Et il y a plus de vérité qui tient, en fait. C'est mon point de vue, mon confort, mon machin. Et il y a beaucoup de personnes, ils vont tout faire, par exemple, pour ne jamais enlever leur sucre de leur diète. Ils vont essayer de faire des triples saltos arrière dans tous les sens de calcul et tout pour conserver leur sucre sous une forme édulcorée ou réelle, mais ils vont pas s'en passer, quoi. En fait, ils veulent fuir le réel, quoi. Au fond d'eux, ils doivent savoir qu'il existe, mais ils disent: «Je vais hacker le système». Bon, moi, je suis pas contre cette nouvelle pyramide. Je pense qu'elle peut poser, en fait, ce qu'elle va relancer, à mon sens, parce que je m'en fous, moi, j'ai pas besoin d'une pyramide pour savoir comment manger. Mais bon, je pense aux gens qui ne savent pas comment manger et qui vont être soumis à ce qu'on leur met dans un plateau repas, quoi. Les gosses et ceux qui sont à l'hosto, ceux qui sont en EHPAD et tout. Parce que oui, ça va orienter tout ça, hein. Faut savoir, quoi, que ça va orienter tout ça. Aujourd'hui, notamment en France, je connais pas une personne qui me dit pas: «Ouais, la cantine, c'est pas top, hein, ce qu'ils mangent nos gosses», hein. Ou à l'hôpital, c'est pas top ce qu'on nous donne à l'hôpital. Ou en EHPAD, tu verrais, c'est dégueulasse que les plateaux repas. OK, tout ça, c'est basé sur des recommandations à un moment donné, hein, puisque ce sont des nutritionnistes qui les préparent ou des diététiciens ou ce que vous voulez, qui mettent un coup de tampon pour valider ces plateaux repas. Donc c'est bien qu'il y a une décision prise et ça, on peut le changer et le changer, il faut, des trucs comme, ce que vient de faire, le ministre. Alors moi, comme je vous dis, je m'en fous et je pense que de toute façon, la politique fait du tort là-dedans. J'aurais préféré que cette pyramide, elle sorte de nulle part, pas d'un mouvement politique parce que c'est chiant, en fait. On sent que c'est pas. Puis dès qu'il y a politique, il y a séduction, donc on sait pas qui veulent séduire, pas séduire, enfin bon bref, voilà, quoi. Mais par contre, on peut essayer de réfléchir un peu mieux sur, finalement, est-ce que c'est bien ce qu'on mange, est-ce qu'on peut choper une carence en céréales sucrées? Est-ce qu'on est vraiment carençable en céréales complètes même? C'est une vraie question, hein, que vous pouvez vous poser. Est-ce que vous pouvez vous carencer sérieusement en céréales complètes? Et vous verrez que la réponse est non. Comme vous pouvez pas vous carencer en viande rouge, en fait. Et que tout ça, c'est une question d'équilibre, d'apport, parce qu'il y a heureusement, sinon il y aurait des endroits entiers du monde où il y aurait pas eu de gens pour vivre. On s'adapte un peu à ce qu'on peut bouffer. Bon, bref. Aujourd'hui, ce qu'on peut bouffer, la nouvelle jungle, en fait, où on va chasser, c'est le supermarché. Et le prédateur, finalement, on pense que c'est nous, mais non, en fait, c'est l'inverse. C'est le supermarché, le prédateur. Et c'est les rayons, c'est le marketing. Et puis c'est qui a réussi à nous empoisonner, à nous envoyer du venin, en fait, dès qu'on a eu le venin en nous, par exemple, vous mangez un paquet de biscuits X ou Y, le goût vous a plu, ça y est, c'est le venin, en gros, et vous allez y revenir, quoi. Et c'est ça la problématique. Donc, bah, j'ai du mal à comprendre les critiques face à une alimentation non transformée. Et je pense que c'est une forme de malhonnêteté. Si demain ça avait été, peu importe le camp politique qui avait sorti, «Ne mangez pas d'aliments transformés», j'aurais dit: «OK, cool, au moins quelqu'un le dit». Mais, donc c'est pour ça, si on peut essayer d'avoir de l'ouverture d'esprit sur le sujet, parce que faut pas se mentir, hein, ça va déteindre, sur l'Europe, sur la France à un moment donné. Alors nous, on est assez bien préservés,
Faut regarder franchement santé, bouger, non, manger, bouger, PNNS, tout ça, c'est pas trop mal, hein, ce qu'ils ont fait. Parce qu'eux, ils ont pas mis que la bouffe, c'est plus mode de vie et tout. Alors ils sont pas aussi francs sur l'apport en protéines, notamment sur la viande rouge et tout. Ils sont encore, sur les notions, 2020, quoi. Vous savez, attention, risque de cancer et tout. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder le risque de cancer, avec l'alimentation ultra transformée et les produits sucrés versus le risque de cancer avec la viande rouge. Juste de faire le comparo pour savoir, ce qui est le plus dangereux. Et il y a autre chose, on nous a mal en fait, il y a beaucoup de gens qui ne remettent pas en question la notion de low carb, high carb, enfin riche en glucides, pauvre en glucides et tout. Mais à mon sens, si vous voulez mon point de vue, je pense que le low carb est la solution normale et le normocarb, et que les gens qui se disent moi je suis en low carb, je suis normal, je mange des glucides, bah eux en fait ils sont en hypercarb, en hyperglucidique. Un peu comme ceux qui disent dès que vous mangez des œufs le matin, vous êtes en hyperprotéiné, ce qui est stupide en fait, hein. Vous mangez juste des protéines. Ben, dans ce cas-là, pourquoi on dit pas on est en hyperglycémie ou en hyperglucidie quand on mange du pain le matin, des pâtes le midi, au goûter un gâteau ou un fruit, et le soir du riz, pommes de terre ou autre. On dit pas on est en hyperglucidie. Pourquoi on dit on est en hyperprotéinémie ou je sais pas comment ils appellent ça, régime hyperprotéiné? Moi, je trouve que c'est les gens qui mangent des glucides à chaque repas et à chaque collation, bah, c'est une alimentation hyperglucidique. Sauf que c'est vendu comme normal. Et dès que vous enlevez des glucides, par exemple le soir ou au goûter ou autre, vous êtes en low carb. Ce qui me paraît absurde, en fait. Ce qui me paraît absurde parce que, enfin bon, vous connaissez mon point de vue là-dessus, mais moi, mon avis personnel n'engage que moi, hein. C'est pour ça que j'ai mon podcast et que je peux m'exprimer et tout ça. Mais moi, j'ai eu beau chercher par tous les moyens de manger des lentilles, de manger du riz complet, de manger, enfin, d'essayer les cuissons, les machins. En fait, si je reste avec des glucides, je peux maintenir mon poids. Tant mieux, c'est très bien et tout. J'ai encore de la chance de ce côté-là. Mais si je veux taper dans le tour de taille, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de les réduire quasiment à néant. Alors, il y en a qui vont me dire, mais non, si tu arrêtais de manger des protéines, si tu arrêtais de manger ça, tu descendrais suffisamment ton total calorique. Et ouais, mais Coco, je vais perdre, un, ma masse musculaire, et deux, mes hormones vont tomber au fond de mes chaussettes. Alors que quand je réduis fortement les glucides, j'ai zéro problème hormonaux, et j'ai des analyses, enfin, je fais attention. Au niveau des émotions, du ressenti, j'ai pas de crash, de ce que vous voulez, de dépression ou quoi aux caisses qui se manifeste dès que je me mets au régime, ni de perte de libido. Et la masse musculaire, étrangement, même si ça baisse toujours, hein, j'ai fait me viander sur le tapis, ça baisse toujours un petit peu. C'est normal, tout régime, vous y avez toujours un ratio perte de masse musculaire et perte de graisse. Moi, je trouve que c'est plutôt acceptable, quoi. Donc, mais après, j'entends, il y a des personnes, et tant mieux pour eux, ils ont juste besoin de compter leurs macros et faire 10 000 pas par jour. Ils sèchent avec du glucide matin, midi et soir. Tant mieux pour eux. Moi, ça me concerne pas. C'est peut-être des anciens chats maigres ou des gens qui ont un super métabolisme adapté à la vie actuelle, alimentation ultra transformée et tout. Grand bien leur face. Ils ont de la chance. Moi, j'ai pas reçu cet héritage-là. J'ai reçu un héritage plutôt où si je mange de l'alimentation ultra transformée et des glucides, j'ai beau faire 2 séances de sport par jour, compter mes macros ou je sais pas quoi, en fait, il va me rester un voile, un pneu autour de la taille. Ben voilà, j'ai un corps épargnant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc quand il se sent en privation, en réduction calorique, les moindres glucides qui vont rentrer, je vais pas forcément en faire du glycogène à outrance, je vais plutôt en faire du pneu autour de la taille. Et je le vois bien parce que quand je fais ce genre de diète, j'ai moins la niaque à l'entraînement. J'ai tout le temps faim et j'ai moins la niaque. Alors que quand je réduis les glucides et que je mange globalement à ma faim des aliments que je juge sains, donc des poissons gras, des œufs, de la viande, des légumes, des végétaux. Alors, j'essaye de végétaux de faire attention aux sources en fonction des teneurs oxalates et tout ça, mais quand même, là, je me sens hyper bien, quoi. Donc, je veux bien entendre les discours à droite à gauche, mais moi, je suis pour la personnalisation, hein.
C'est-à-dire qu'on se suit, on fait ses analyses sanguines, on regarde, ça va pas, comment on se sent. Les gens oublient beaucoup l'examen clinique, hein. On peut aussi se juger comment on vit au quotidien, l'énergie qu'on a et tout. Mais bon, pour ça, il faut se faire un peu confiance et tout. Et ça n'engage que soi-même, des adultes responsables et tout. Si vous avez un gourou qui vous dit mangez ça, faites attention, remettez toujours en question ce que disent les gens, hein. Parce que moi, j'ai eu des surprises et je me suis laissé parfois embourber avant de me lancer dans mon travail par des gens. J'ai compris ensuite qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de manger sainement, de s'appliquer les trucs. Donc, ils partaient du principe, par ego, que ce qu'ils faisaient était l'idéal, donc ils le recommandaient à tout le monde. Enfin, ils le recommandaient. Disons qu'ils stigmatisaient tout ce qu'eux n'arrivaient pas à faire. Et donc, on peut perdre beaucoup de temps comme ça, quoi. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Sachez que je vais vous faire une très longue analyse point par point de justement cette nouvelle pyramide, les recommandations et tout, mais également les critiques qu'il peut y avoir autour de tout ça, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, vous l'avez vu dans le podcast déjà, et j'ai envie de vous en parler plus longuement entre nous, et je le proposerai au club VIP d'ici, je vais l'enregistrer aujourd'hui ou demain, donc ça sera disponible, je pense, pas cette semaine, mais la semaine d'après. Donc dans une petite quinzaine de jours, 10 jours on va dire. Ça sera disponible pour vous en version très longue, uniquement sur cette diète-là, ce que j'en pense et tout. Et puis de voir où ça peut aller. Enfin bon, bref, vous verrez. J'ai tout préparé, il faut que j'enregistre, parce que j'ai encore des notes à ajouter. Je vous laisse ici, et puis si vous dormez mal, allez voir mon lien que je vous ai mis dans les notes de l'épisode. Et puis n'oubliez pas, prenez du recul sur tout ce que les gens disent. Et je pense que se construire son propre avis sur des sujets, et ne pas hésiter d'aller voir les gens qu'on pense opposés aussi. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Quand je sens que je suis trop embarqué dans un sujet, dans une dynamique, un groupe, par exemple la sphère keto, ou la sphère paléo, ou la sphère carnivore, ou la sphère végétarienne, machin, systématiquement, je m'impose d'aller voir des contenus contradictoires pour justement rester en équilibre. Parce que sinon, quand on bascule dans le groupe, on devient aveugle sur des tas de choses qui pourraient nous permettre de progresser. Ça, je m'en suis rendu compte, c'est les premières erreurs que j'ai pu faire dans ma pratique. Et moi, je tiens absolument à aller jouer un match avec l'équipe adverse de temps en temps, qui devient parfois mon équipe principale. Enfin, voilà. Et il faut osciller, il faut régulièrement changer, parce que sinon, on devient borné et déjà, on progresse plus. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Donc voilà, je m'arrête ici. Et très bonne journée à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.